Près de 9 ans après la mort de Mouammar Kadhafi, la Libye est toujours enfoncée dans le chaos et cette crise préoccupe au plus haut point la communauté internationale. Avant d'en parler avec un invité, faisons le point sur la situation dans le pays. Tout d'abord, les acteurs clés de cette crise libyenne. À gauche, Fayez El-Sarraj, le Premier ministre du gouvernement d'union nationale libyen. Il est reconnu par les Nations Unies. Il est au pouvoir depuis 2016, mais n'a pas été élu. Il a été désigné suite aux accords de Skhirat. De l'autre, le maréchal Khalifa Haftar, considéré comme étant l'homme fort de l'Est libyen. C'est le commandant en chef de l'armée nationale libyenne et c'est un ancien proche de Mouammar Kadhafi. Aujourd'hui, vous allez le voir sur cette carte, les forces du maréchal Haftar contrôlent une grande partie du territoire libyen, et y compris d'ailleurs les zones pétrolières. Et depuis avril 2019, les forces de l'armée nationale libyenne tentent de prendre le contrôle de la capitale Tripoli. De son côté, le gouvernement d'union nationale ne contrôle que quelques poches donc, dans l'ouest libyen, autour de Tripoli, Misrata et Sirte. Il y a également au sud des milices, des factions, notamment des Touaregs, qui contrôlent donc cette zone frontalière à la frontière du Tchad et du Niger. Donc la Libye, à l'image de la Syrie aussi, qui est devenue quelque part le théâtre d'une guerre par procuration. Le gouvernement d'union nationale de Fayez El-Sarraj est soutenu par le Qatar et la Turquie, qui a annoncé au début de l'année l'envoi de troupes sur le territoire libyen, alors que les troupes du maréchal Haftar sont soutenues par l'Égypte, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, ainsi que par la Russie, même si Moscou dément toute implication dans ce conflit. Pour faire le point sur la situation en Libye, nous retrouvons désormais David Rigoulet-Rose, chercheur associé à l'IRIS, spécialiste du Moyen-Orient. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, concrètement, quelle est la situation sur le terrain en Libye ? On sait qu'il y a une trêve qui est en vigueur depuis début janvier, mais elle semble très peu respectée. Oui, elle est très peu respectée puisque l'ONU, par la voix de Stephanie Williams, qui est la représentante adjointe sur la Libye, a reconnu qu'il y avait eu une centaine de violations justement de cette trêve qui est censée être en vigueur effectivement depuis le 12 janvier, mais qui n'a jamais été finalisée d'une certaine manière. On l'a vu à la faveur de la réunion à Berlin, puisqu'il n'y a pas eu d'engagement écrit et contraignant, notamment avec le refus du maréchal Haftar. Et malgré la résolution 2510 qui a été votée le 12 février et qui demandait justement la pérennisation de sa trêve et cette transformation de la trêve en cessez-le-feu durable, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Concrètement, qu'est-ce qu'on sait sur les combats, sur le bilan des victimes actuellement ? C'est très difficile de savoir. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, cette trêve est violée avec des bombardements, le recours à l'artillerie, le fait que l'aéroport justement de Tripoli soit inutilisable du fait du risque que ça représente pour les vols civils. Et donc, il y a une montée effectivement de la tension qui est manifeste en dépit des engagements qui avaient été formulés dans le cadre de la réunion de Berlin. Alors, les Européens et l'ONU, donc vous le disiez, dénoncent les violations de cette trêve et aussi les violations de l'embargo sur les armes qui est imposé à la Libye depuis 2011. D'où viennent ces armes ? Qui les envoie ? Comment ? Alors, pour reprendre justement la formulation de Stephanie Williams que je viens d'évoquer, elle a une formule terrible, c'était en disant que l'embargo sur les armes pour la Libye a viré en une vaste plaisanterie, dans la mesure où cet embargo, effectivement, qui avait été voté normalement en 2011, est violé sur terre, en mer et dans l'air. Il est violé par toutes les parties, du reste, de manière quasi avérée, puisqu'il y a eu des preuves de ces violations, avec le transfert à la fois de mercenaires et de matériel de guerre, de matériel de blindés parfois. Donc manifestement, il y a une logique belligène qui se met en place et on est bien loin de cet espoir sur une trêve qui serait justement à même d'être pérennisée. Et donc d'où viennent ces armes, d'où viennent ces mercenaires que vous venez de citer ?
On sait que la Turquie, notamment, a transféré une partie des activistes syriens, à partir du front syrien, d'Idlib notamment, via l'aéroport de Tripoli, avec plusieurs centaines, voire milliers aujourd'hui de mercenaires qui sont encadrés par une société militaire privée, Sadat, mais qui est très liée évidemment au régime turc. Et puis de l'autre côté, il y a également effectivement des transferts d'armes et de mercenaires issus des mercenaires soudanais, érythréens et tchadiens, notamment du sud, dont certains d'ailleurs se considèrent qu'ils sont rattachés justement à une entité libyenne. Donc on est dans une logique de milicisation extrêmement préoccupante parce que ça accélère la fragmentation justement de la situation libyenne. Est-ce qu'on a les preuves d'une participation russe à ce conflit ? Les Russes ont toujours démenti catégoriquement. D'ailleurs, il y a une rumeur qui évoque la mort d'un soldat russe dernièrement, qui a été vigoureusement démentie par Moscou. En revanche, il y a des fortes présomptions de l'engagement de mercenaires, notamment de la société Wagner, qui a fait parler d'elle sur d'autres fronts, mais qui officiellement n'a aucun lien évidemment avec les autorités russes. Donc c'est toujours, on est dans un jeu effectivement de dupes d'une certaine manière, de part et d'autre, chacun sachant pertinemment ce qu'il en est in fine. On a l'impression que la Libye est devenue une nouvelle Syrie. Oui, c'était d'ailleurs la préoccupation de Rassam Salamé qui craignait justement que ça devienne une nouvelle Libye. Elle l'est d'autant plus qu'on retrouve les mêmes partenaires antagonistes d'une certaine manière, à savoir la Turquie du président Erdogan, la Russie du président Poutine, et puis une logique de milicienne qui était déjà présente d'ailleurs en Syrie et qu'on retrouve aujourd'hui dupliquée sur le front syrien, ce qui est d'autant plus préoccupant et ce qui évidemment suscite les plus grandes préoccupations pour Bruxelles et les membres de l'Union européenne. Comment la Libye peut-elle sortir de cette crise ? Est-ce qu'on peut imaginer une entente entre les autorités de Tripoli et celles de Tobrouk, ou bien est-ce que cette entente vous semble inimaginable ? Pour l'instant, on est loin du compte, dans la mesure où il y a manifestement de la part, de part et d'autre, des réticences, une certaine mauvaise foi, alors que dans ce type de situation, il faut effectivement accepter un certain nombre, d'aller au-delà des déclarations d'intention, comme celles qui ont été faites lors de la conférence de Berlin, en acceptant des mécanismes contraignants. Il existe une commission militaire conjointe, justement, qui avait été établie dans le prolongement de la conférence de Berlin, mais elle est peu opérationnelle. C'est peu de le dire, on le voit sur le terrain aujourd'hui, et donc compte tenu du manque d'investissement des deux parties, il est plus probable aujourd'hui qu'on se dirige vers une issue de type militaire, et d'ailleurs le maréchal Haftar a toujours considéré que l'issue militaire était probablement privilégiée par rapport à l'issue politique. Il veut évidemment prendre date sur le terrain puisqu'il est plutôt dans une situation favorable, même si il est loin d'avoir pris Tripoli comme c'était son objectif initial annoncé. Et puis pour les Européens, le chaos libyen impacte directement les Européens puisqu'il favorise notamment les traversées de migrants. Oui, alors ça, c'est effectivement, on retrouve les enjeux à la fois migratoires et sécuritaires pour l'Europe, avec des dissensions qui se sont manifestées ces dernières années, notamment entre l'Italie et la France, pour diverses raisons. On peut rappeler que l'Italie avait passé un accord avec le gouvernement Sarraj du GNA concernant le contrôle des flux migratoires, notamment par les ports où se trouvent les milices islamistes, à savoir Misrata, Zintan, etc. Et cet accord a été reconduit de manière tacite le 6 novembre 2019. Et donc pour les Européens, c'est évidemment un enjeu majeur, mais c'est un enjeu majeur qui va au-delà de la simple question migratoire. D'ailleurs, on l'a vu lors de la déclaration du président Macron le 29 janvier, lorsqu'il a reçu le Premier ministre grec, en accusant de manière quasiment explicite le président Erdogan d'alimenter la tension, en considérant que ça portait un préjudice pour la sécurité des Européens et des Sahéliens, puisqu'évidemment, le sud
le sud de la Libye jouxte l'opération Barkhane qui est menée par la France. Donc tout se tient, toutes les pièces se tiennent, et c'est évidemment ce qui fait l'importance de la situation. Merci beaucoup David Rigoulet-Rose. Je rappelle que vous êtes chercheur associé à l'IRI, spécialiste du Moyen-Orient et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Merci beaucoup. Merci.